Salut à tous, c'est Dan du Château et aujourd'hui on est dans un épisode qui va parler de sélection, d'éducation et d'élevage, toujours dans le cadre de la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir chez Nietzsche. Commençons tout de suite. Alors, est-ce que Nietzsche est si individualiste qu'il est coutume de le penser? Rien n'est moins sûr, car il ne faut pas oublier que notre cher philosophe au marteau est un philosophe de la métaphore. De par sa notion d'élevage, la Zortung, il semble qu'il veuille justement faire advenir le plus grand nombre possible de surhumains, au point que les humains de l'avenir seront tous des surhumains. La tâche semble donc plus noble qu'elle n'y paraît à mon avis, quoi qu'en disent une bonne partie des commentateurs de Nietzsche, à tort ou à raison d'ailleurs. Lorsque Nietzsche dit, je cite, les faibles et les ratés doivent périr, premier principe de notre philanthropie, et on doit même encore les y aider. Fin de citation. Je prends cette phrase d'un point de vue de la métaphore. Nietzsche semble vouloir dire qu'il faut tuer tout ce qui relève de la faiblesse et de la décadence, comme la morale chrétienne par exemple, et non pas les faibles à proprement parler. De plus, rappelons que l'égoïsme nietzschéen n'est pas celui du sens commun, c'est un égoïsme sans ego. Effectivement, pour Nietzsche, un individu peut tirer avantage de devenir une partie d'un ensemble, de s'assujettir à autrui, et donc à un instinct plus puissant. C'est toujours avec un intéressement qu'on le fait, selon Nietzsche, donc toujours avec égoïsme. Il ajoute même qu'on peut vouloir devenir une fonction de quelque chose de bien plus complexe que soi. Cela nous fait sortir d'une certaine autonomie, et ce dans un but précis. Je cite, pas d'altruisme, je vois en surabondance chez beaucoup d'êtres humains la force et le désir de vouloir être fonction, c'est lorsqu'ils s'intègrent à un organisme étranger que de tels êtres se conservent le mieux. S'ils n'y parviennent pas, ils se fâchent, s'irritent et se déchirent eux-mêmes. Fin de citation. Ce qui entache lourdement et dans le bon sens la notion d'égalité, parce que ça place l'inégalité comme nécessité dans l'œuvre politique nietzschéenne. L'éducation chez Nietzsche doit viser l'intériorisation des valeurs en faveur de la vie. L'Einordnung de Nietzsche, c'est donc une méthode d'éducation ayant pour but de faire chair les bonnes valeurs sur un temps long en vue de l'autonomisation de l'élève. Encore une fois, Nietzsche utilise des mots forts comme celui d'élevage, mais opère un déplacement même du sens de la notion et rend ainsi sa lecture très difficile si on ne chemine pas vers les profondeurs de son œuvre. En effet, sa notion d'élevage n'est pas à prendre dans le sens traditionnel, à savoir que ce n'est pas un élevage de porcs conditionnés et engraissés pour aller à l'abattoir dont il souhaite, évidemment que non, ça n'aurait aucun sens au regard de son objectif. Ce qu'il veut, c'est un élevage de qualité, à la fois libérateur et émancipateur. La Zortung chez Nietzsche, c'est aussi le déploiement politique de concepts de domination des pulsions. Marx dit la chose suivante dans le tome 1 du Capital, je cite, les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe, c'est le transformer. Fin de citation. Et bien pour Nietzsche, c'est bel et bien la vérité. Mais il importe justement aux philosophes de l'avenir de légiférer pour transformer ce monde. Et les interprétations des anciens philosophes pourront très certainement servir dans les recherches à venir. Chez Nietzsche, pour qu'une société fonctionne, il faut nécessairement des dominants et des dominés. Mais l'idée est plus subtile que ça. C'est plus subtil que ça paraît. Certes, Nietzsche parle d'esclaves, un mot fort, violent et menaçant, mais n'est-ce pas une fois encore une provocation de l'auteur qui nous a prescrit justement la plus grande attention lorsqu'on le lit? Dans le corps, la conscience est un groupe restreint de passions dominantes. Il doit en être de même en politique. Il faut un groupe dominant pour diriger le bon fonctionnement du corps, qu'il soit physique ou fictif, mais rappelons que ces passions dominantes peuvent à tout moment changer, sans révolte, si le besoin s'en fait sentir dans le corps. Donc le groupe de commandement politique devra être comme ce corps, ne pas être fixe et changer au besoin. Il doit donc être mouvant, pour reprendre un vocabulaire un peu plus bergsonien, qui je trouve colle mieux avec la réalité. Alors on a parlé aussi de la nécessité de l'abolition de la scission théorie-pratique en rapport avec les systèmes chez Nietzsche. Cette abolition se retrouve aussi chez Marx. Je pense que Marx, bien qu'il y ait des étiquettes d'opposition quasi radicale entre lui et Nietzsche,
peut justement nous aider à comprendre comment doit être la politique de l'avenir chez Nietzsche, au moins sur certains points, parce qu'évidemment qu'il y a quand même des oppositions. Alors j'avance de ce fait que l'éducation de l'avenir chez Nietzsche devra remettre le corps en avant. En effet, l'hygiène corporelle, notamment, doit être prise en compte pour la santé du corps, ainsi que celle de l'esprit, qui n'est qu'une extension du corps, comme je l'ai dit dans le chapitre sur la psychologie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder avant de continuer cette vidéo. Le début de l'éducation, ou plutôt devrais-je dire de la rééducation, en vue du surhumain, passe par la remise en valeur des petites choses, à savoir tout ce qui influe directement sur le corps. Car l'humanité n'a prise pour importante que des absurdités jusqu'à présent. C'est en tout cas ce que nous dit Nietzsche au paragraphe 10 de Pourquoi suis-je si malin dans Ecce Homo ou Ecce Homo, je ne sais plus comment on prononce. En tout cas, cette éducation devra aussi passer par la cessation de l'hyperspécialisation de connaissances inutiles pour la vie. L'éducation de l'avenir devra en fait accorder l'abstrait avec le concret et cesser de tout miser sur des connaissances dites pures et abstraites. En effet, on se fiche pas mal de savoir s'il y a un paradis pour chiens ou si Dieu est sexué ou non. Ce genre de connaissances, tirées de la fiction pour alimenter la fiction et non la vie, ne devrait plus avoir sa place dans l'éducation, excepté si elles permettent d'inculquer des valeurs en faveur de la vie. C'est bien là ce que critique Marx lorsqu'il dit, je cite, « Sans parler de la multitude de fonctions parasites qu'il, le capitalisme, engendre et rend plus ou moins indispensables. » Fin de citation. Donc Nietzsche va chercher un éducateur qui puisse rendre libre la personne qui l'éduque. C'est pourquoi il dit, je cite, « Mais le grand succès revient avant tout à celui qui veut faire l'éducation de l'individu, et non pas de tous, ni même des cercles restreints, et qui pour ce faire ne va pas chercher à gauche à droite. » Fin de citation. Il faut une éducation qui prenne en compte l'individu particulier et non pas la masse, selon Nietzsche. Il n'y a rien de plus amollissant et abrutissant qu'une éducation de masse. Et on peut aboutir à cette hypothèse en guise de conclusion, rien qu'en observant la grande diversité des hommes supérieurs recueillis par Zarathustra dans Ainsi parlait Zarathustra. Aucun n'a les mêmes traits qu'un autre. Cela ne signifie pas qu'ils ne veuillent pas en quelque sorte la même chose que Marx. Nietzsche ne veut pas une éducation d'élite à proprement parler, en tout cas selon moi. Je pense que ce qu'il souhaite, c'est avant tout une éducation d'individualité, ce qui n'est pas la même chose. Or, le plein développement de chacun est nécessaire au bon développement de tous. C'est une des bases même du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. De plus, comme le dit Marx, l'éducation actuelle ne permet pas l'épanouissement de l'humain, car, je cite, « La journée d'école longue, monotone et stérile des enfants de classe supérieure augmente inutilement le travail des maîtres, tout en faisant perdre aux enfants leur temps, leur santé et leur énergie, non seulement sans fruit, mais à leur absolu préjudice. » Fin de citation. Ce qui est un système éducatif totalement incompétent pour ce qui est de l'épanouissement de l'humain, tant du professeur que de l'élève. Mais à travers le prisme nietzschéen, nous le savons maintenant, puisque la politique actuelle n'est que l'extension du travestissement de la réalité par la morale, ce qui l'amène forcément vers le dénigrement de la vie. Nietzsche s'attend justement à ce qu'un jour l'éducation ait le besoin d'enseigner ses doctrines, les doctrines de Nietzsche. Je cite, « Il viendra un jour que je ne saurais préciser, où l'on aura besoin d'institutions qui enseigneront à vivre comme je m'entends à vivre. Peut-être alors créa-t-on même des chaires pour l'interprétation de Zarathustra. » Fin de citation. Alors cela signifie-t-il qu'un moyen possible de transmission de valeurs, selon Nietzsche, peut être fait par l'écriture métaphorique? Une chose est sûre, il nous faut en tout cas mieux écrire si nous voulons mieux penser. Ce que dit Nietzsche ici, je cite, « C'est pourquoi quiconque est animé de bons sentiments européens doit apprendre à écrire bien et de mieux en mieux. Or mieux écrire signifie du même coup mieux penser. » Fin de citation. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de vous dire que vous pouvez aller vous inscrire sur mon site à ma communauté premium, puisque je vous donne un exercice de philosophie et de rhétorique une fois par semaine, et que ça va vous permettre d'affiner vos compétences réflexives et dans l'art de parler, et ce sont aujourd'hui des compétences absolument essentielles, qu'importe le métier que vous faites. Je reprends.
Donc pour mieux écrire et mieux lire, il est obligatoire, en tout cas pour Nietzsche, de passer par un travail rigoureux et par une noble lenteur. Parce que oui, Nietzsche fait l'éloge de la lenteur, déjà à son époque. Donc le nouveau langage métaphorique permet cela, car il exige décryptage, rumination et interdit toute ingurgitation trop rapide. Sa philosophie n'est pas un fast-food. Le paragraphe 5 de la préface d'Horreur nous le fait comprendre d'ailleurs avec précision. Je vous laisse aller le voir. Donc écrire et bien lire permet de garder l'esprit libre et de lutter contre l'uniformisation de la langue qui, encore une fois, renvoie au désir de ressemblance et d'égalité donné par la démocratie et la morale à l'ère moderne. C'est ce que défend Nietzsche lorsqu'il met en garde sur l'uniformisation de la langue allemande. Je cite, « Il est sûr qu'aujourd'hui, dans l'intonation de leur langue, les Allemands se militarisent. Il est vraisemblable qu'exercés à parler sur le mode militaire, ils finiront par écrire aussi sur un mode militaire, car l'habitude de certaines intonations s'enracine profondément dans le caractère. » Fin de citation. Et ça, c'est assez précurseur quand on sait ce qui s'est passé après la vie de Nietzsche. Nietzsche meurt en 1900. Alors aussi, pour Nietzsche, et on le voit dans Ainsi parlait Zarathustra, il est nécessaire d'allier le rythme et la mélodie à son texte afin de le rendre vivant et communiquant au lecteur. Il affirme l'importance du rythme d'un texte au point que, qu'on se méprenne par exemple sur le tempo et la phrase elle-même est mal comprise. Fin de citation. D'où la réelle importance du choix de l'écriture si on veut faire advenir le surhumain. Enfin, sur le sujet de l'expérimentation. La politique doit se penser en vue de quelque chose si on veut en multiplier la pratique. Et c'est ce qu'on appelle l'expérimentation. La différence entre les peuples et leur culture est déjà un bon indicateur d'expérimentation, puisque les valeurs de chaque peuple diffèrent. Nietzsche lui-même parle de l'homme comme expérimentation lorsqu'il dit, je cite, « Oui, l'homme était un essai ». Fin de citation. Donc les philosophes de l'avenir seront sûrement des hommes voués à l'expérimentation. Expérimenter sera alors à comprendre comme aller par-delà le passé et le présent, en vue d'une orientation précise vers un avenir viable. Une fois de plus, je rappelle que l'expérimentation dont il est question, c'est la création de nouvelles valeurs. Celles-ci devront ensuite être imposées afin de se faire petit à petit chair, afin de s'imprimer dans le raisonnement du corps cette grande raison. En bref, afin d'établir une nouvelle relation entre le corps, les corps et la réalité, une relation de la grande santé. Pour Nietzsche, la politique de l'avenir n'est pas autre chose qu'une politique du surhumain. Elle n'est pas destinée à autre chose que de faire advenir le plus de surhumains possible. Effectivement, c'est une politique hiérarchisante en vue d'un engendrement, d'une naissance, celle du surhumain. Mais il dit, je cite, « Un peuple est le détour de la nature pour parvenir à 6 ou 7 grands hommes, oui, et ensuite pour s'en passer. » Fin de citation. C'est ainsi que jusqu'à présent se déroulait l'hasardeuse émergence de grands hommes. Mais Nietzsche veut justement qu'on fasse advenir consciemment le type d'homme surhumain, que nous le voulions. Et c'est le but même de sa politique d'élevage, créer consciemment des valeurs en faveur de la vie et vaincre une bonne fois pour toutes ce terrible hasard qui a fait naître le surhumain ici et là quand il en avait envie. Il faut donc vouloir le surhumain et élever un peuple entier de celui-ci, et que le type d'homme surhumain devienne aussi contagieux qu'un virus et contamine la terre entière de la grande santé. Nietzsche dit, je cite, « L'humanité comme masse sacrifiée au développement prospère d'une unique espèce d'homme plus forte, voilà qui serait un progrès. » Fin de citation. Alors deux des questions les plus importantes que le philosophe authentique devra se poser, c'est quel est l'avenir rendu possible par telle ou telle valeur et est-il viable sur le long terme? Le rapport entre le surhumain et la politique est donc extrêmement lié. En effet, le surhumain ne pourra devenir en grand nombre et non plus par-ci par-là, du fait d'un heureux hasard, que s'il est voulu et désiré. Vouloir le surhumain, c'est donc arroser les bonnes graines de la plante valeur, afin qu'elle pousse et devienne de belles fleurs, dont la lente éclosion ne sera autre que le reflet de la profondeur de ses racines. De ce fait, sa relation à la politique et à l'avenir en rapport avec la politique est une relation qui n'est pas et ne peut pas être déterminée par le passé, dans le sens où celle-ci ne doit pas reproduire
les schémas du passé, mais qui doit être voulu dès à présent afin d'en préparer la venue dans l'avenir. C'est aussi une relation pratique, car le surhumain n'est certainement pas quelque chose qui nous ferait retomber dans de l'idéalisme. Pour être voulu, il doit ainsi y avoir des mécanismes pratiques qui doivent être mis en place afin de ne pas rester dans l'abstrait, mais de lier abstrait et concret quasi spontanément. Il faut ainsi imposer les valeurs à la communauté sous forme de législation, et donc avec contrainte, jusqu'à ce que ces valeurs deviennent habitudes. Devenues habitudes, elles finiront par être incorporées dans le corps, c'est ainsi que le surhumain pourra advenir durablement et s'élever non pas individuellement, mais en tant que peuple, et de peuple à d'autres jusqu'à la terre entière. Encore une fois, toutes les métaphores de Nietzsche sont liées, et la politique permettra en fait d'agir sur ce dont on ne pouvait pas agir avant. Nous pourrons de ce fait transformer non pas les pulsions qui sont toujours les mêmes, mais la manière dont elles sont organisées dans le corps, afin d'en faire primer certaines plus que d'autres, et plus que celles d'aujourd'hui. Le surhumain est le sens de la Terre, nous dit Nietzsche au paragraphe 3 du prologue d'Ainsi parlait Zarathustra. De fait, un homme ou un peuple est considéré comme étant en grande santé lorsqu'il n'a plus besoin de réflexes métaphysiques et qu'il crée une réalité ancrée sur la Terre, c'est-à-dire sur un socle fertile pour la vie, qui plus est, rien ne pousse dans le ciel. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner, commenter, liker. Dans le prochain épisode, on verra en détail le rapport sur le surhumain et son rapport au temps, notamment avec l'éternel retour. Donc on sera dans le chapitre 4. En attendant, n'hésitez pas à aller dans la description, à aller sur mon lien, à regarder tout ce que je vous propose pour devenir indépendant, autonome, pour améliorer votre santé, qu'elle soit physique ou mentale, à savoir que vous pouvez rejoindre ma communauté premium pour pas cher, et j'y mets encore une fois, c'est ce que j'ai dit vers le milieu de l'épisode, euh, un exercice de rhétorique ou de philosophie une fois par semaine, et ça va vous permettre d'affiner vos compétences dans les deux domaines, hein, l'art de la parole et l'art de la pensée, et ça, c'est des compétences absolument nécessaires, qu'importe le métier que vous faites. Allez, ciao, à la prochaine!